André Douzé raconte La pierre qui chante, 6e épisode. Une émission du Musée de l'étrange. Une quarantaine d'années, j'avais un ami d'enfance, Raymond Gros. On en reparlera. Ça a été quelqu'un d'extraordinaire et qui savait beaucoup de choses sur le Pilat. Je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler un maître. Bien. C'est lui qui a été à l'origine de l'association de sauvegarde de Sainte-Croix. C'est lui qui a mis en route l'idée qu'il y avait à Sainte-Croix un passé intéressant, on va dire simplement touristique dans un premier temps. C'est simple et ça plaît à tout le monde. Et alors, Raymond Gros avait réussi à faire venir des scouts de Saint-Chamond et pour nettoyer la chapelle de Jurieu. Elle était vraiment très poussiéreuse à cette époque-là. Il y avait un office par an, et c'était tout, pour qu'elle ne soit pas déchristianisée. Donc il y avait une messe par an, je crois que c'était pour le 15 août, et voilà, on disait la messe à Jurieu, et voilà. Mais, oui, il faut balayer, il faut dépoussiérer, il faut nettoyer, il y a des bancs pourris, les gens finissent par s'asseoir et passer à travers et se retrouvent le cul par terre en plein office. Il faut brûler tout ça, et puis après on verra faire une quête, bon, peu importe, il faut remettre en état. Alors, les scouts avaient dit, ouais, mais c'est qu'il y a du boulot, et puis il n'y a pas d'eau, vraiment. Oh, mais c'est pas grave, donc les pompiers de Rive-de-Gier étaient montés avec un motopompe, et puis une petite citerne sur 2 roues que j'avais remplie au barrage de Couzon pour monter de l'eau là-haut, pour nettoyer la chapelle avec la lance à incendie extérieure. Et les scouts avaient nettoyé le sol qui était en dalle. Et alors les pompiers avaient mis la lance en puissance douce, mais ils avaient d'abord envoyé un peu d'eau pour que les scouts, avec des grands balais brosses, puissent bien nettoyer, et puis après, avec des serpillères, tout remonter, et puis faire on est en plein été, laisser les portes ouvertes 3 ou 4 jours pour que la chapelle soit propre. Alors on envoie de l'eau, et puis on arrête la lance. Donc il y a, 1 centimètre d'eau dans toute la chapelle, et les scouts avec de la lessive 5 marques de nettoyer par terre. La lessive 5 marques, c'est mieux que bonus quand on est dans une chapelle. Hein, voilà. Donc ils nettoient, et puis ils nettoient, mais c'est de la lessive quand même. Et on s'aperçoit qu'à un endroit, une pierre bulle. Elle renvoie quelques petites bulles d'air. Raymond, qui a oublié d'être sourd en la circonstance, s'il y a des bulles, c'est qu'il y a un trou. Et l'air remonte. Aussitôt dit, aussitôt fait. Des démons de pneus, des baramines, on a levé la dalle. Et il y avait un trou dessous. Et ce qui fait qu'on s'est aperçu que sous la chapelle des Fous, il y avait toute petite crypte, pas un endroit où on va ensevelir une centaine de morts. On ne sait même pas si ça avait un usage funéraire. En tout cas, c'était comme un petit cube, une petite cavité légèrement cubique, avec un cube à l'intérieur en pierre, qui lui est resté, il y est toujours, et puis des espèces de statues. Et quand les scouts ont mis les mains dessus, c'est parti comme du parmesan râpé, c'est parti en poussière, c'était pourri complètement. Parce qu'en plus de ça, dans cette cavité, il y avait une petite source qui sourdait, qui naissait là, à cet endroit. Tout y était, comme aux pierres qui chantent, et comme tous les grands lieux de culte, tous les grands sanctuaires, on prend Chartres, on prend toutes ces grandes cathédrales qui avaient leur puits pour avoir un point d'eau, parce que ça faisait partie du rituel, ne serait-ce que pour se laver les mains. Voilà. Hein. Donc ça, mais c'est pas tout. On va me dire, c'est quand même pas ça qui fait le celtisme. Alors d'abord, j'ai jamais parlé de celtisme, mais d'une époque mégalithique. Ben même à l'époque mégalithique, ça suffit pas le cube. Oui, Saint-Étienne a un cube sur la tête, oui, d'accord. Oui, il y a un cube qui fait 30-40 cm, un cube approximatif, dans un trou sous la chapelle, qui est effectivement lui aussi très cubique. Il faut être d'accord. Mais bon, ça fait pas tout. Non, ça fait pas tout. Et ça fait pas tout parce que comme les scouts nettoyaient, Monsieur Maes,
qui était pharmacien à Rive-de-Gier et qui était le correspondant du ministère de la Culture sur ces coins-là, avant qu'on prévienne la grosse artillerie. S'il y avait une bricole qu'un paysan trouvait dans son champ, c'était le pharmacien Maès de Rive-de-Gier qui montait et qui disait « ça c'est un bout de pot de fleurs, laissez tomber ». Ah non, ça c'est intéressant. Alors hop, on déclenchait le plan de protection. Voilà. Et Maès y était, on disait « écoutez, du temps qu'on y est, il y a le fond baptismal, au fond, la cuve baptismale, le petit réceptacle pour les bébés, il branle aux manches. Un jour, ça va mal finir. Pendant le baptême, le truc va tomber sur les pieds du parrain et de la marraine. Et ça fait désordre quand on prend le fond baptismal sur les pieds. Surtout que ça doit être très douloureux. Donc il dit, du temps qu'on y est, est-ce qu'on ne pourrait pas finir de l'enlever ? Puisque vous avez humidifié, vous avez mis de l'eau, et en effet on le poussait, il bougeait simplement en le poussant de la main, et c'est comme une dent arrachée, elle bouge, on va enlever ce fond baptismal sans douleur, et puis on va mettre du mortier, on va le remettre là où il est, et on en profite, puisque la terre est humide, ça va aller très bien. Aussitôt dit, aussitôt fait, on redémarre, c'est comme la dalle qui bulle. Et on lève, on finit par arracher le fond baptismal. Oh, il est venu d'un coup, mais quand même, il était enfoncé d'une trentaine de centimètres entre les dalles. Et en l'enlevant, oui, bon, ben maintenant, il faut faire le place nette pour qu'on puisse descendre des cailloux, du sable. On va faire un mortier et on va renfiler le pied du fond baptismal. Et on creuse. Et là, un squelette. Bah oui, un squelette dans le sous-sol d'une église, surtout romane, toutes les églises romanes ont des squelettes. C'est pas ça qui fait la pierre qui chante, monsieur Douzet. Non, vous avez raison. C'est pas ce qui fait l'époque celtique, ni même l'époque glorieuse des mégalithes, on va dire le début du bronze. Non, c'est vrai, c'est pas un squelette qui fait ça. L'ennui, c'est que quand on a dégagé le squelette, effectivement, c'était un homme par le bassin. Maès nous a dit, c'est un homme. Il a un petit bassin, c'est un homme. Et alors cet homme était recroquevillé un peu sur lui-même, il était sur le dos, mais les genoux ramenés sur lui, fétal mais sur le dos, et le pilier du fond baptismal lui arrivait pile au-dessus du ventre. Oui, c'est le hasard, forcément. Mais à l'emplacement de son ventre, évidemment il n'y a plus que les os, mais l'emplacement aurait dû être le nombril à cette époque, et bien tout simplement il y avait son épée. C'était un guerrier qui avait été enseveli et qui était parti dans son paradis avec son épée en bronze, qui avait été tordue sur une spirale ou deux. C'était une sorte d'escargot. Son épée représentait une sorte d'escargot, de spirale, de jeu de loi, de labyrinthe, au-dessus de son nombril. On est en plein dans l'époque rituelle des époques, fin du mégalithisme, époque du bronze, et là on va démarrer. L'homme va démarrer, va aller vers l'âge de fer, etc., etc. Donc, le culte était bien là, et ça n'engage que moi, mais je suis intimement persuadé que la pierre qui chante et la chapelle des fous de Jurieu étaient intimement liées par un chemin, chapelle des fous. Ça ne s'invente pas. Hein. Il paraît que certaines religions, on les appelle les fous de Dieu. Pourquoi n'y aurait-il pas eu des fous de la pierre ? Donc à partir de là, je le répète, ces éléments sont vérifiables. Ensuite, l'empilage que j'ai proposé, c'est le mien. Il ne demande qu'une chose, à être démoli, à être démonté et qu'on m'en propose un autre. Je n'ai pas plus de preuves que ce que je viens d'expliquer pour assurer que ça fonctionne. D'ailleurs, je n'assure pas que c'est ça, que mon hypothèse est la bonne. C'est une hypothèse, mais pas forcément l'hypothèse, c'est-à-dire la bonne, mais ensuite qu'on me prouve le contraire, ou qu'on m'en amène une plus satisfaisante. Alors pour en finir avec ce squelette, effectivement, il y avait M. Maès, pharmacien de Rive-de-Gier, et puis il y avait forcément quelqu'un de la mairie, et puis Raymond Gros. Bon, les pompiers, eux, c'était très intéressant, mais c'est pas eux qui ont trop participé à cette discussion. Ils ont dégagé le squelette. Je crois qu'il y avait un ou deux
cercle de bronze au poignet, mais rien de très beau, de très particulier, pas de belles gravures ou de beau travail de fonte. Il y avait peut-être une ou deux, ce qu'ils appelaient des agrafes, et c'est pas des agrafes de nos agrafeuses modernes, mais des agrafes qui permettaient à cette époque-là de tenir les habits comme des espèces de fibules, tout en bronze. Et Maes avait dit, les musées regorgent de bracelets, d'agrafes et de choses comme ça pour tenir les sandales ou des semelles. Et d'un élan commun, ils ont tous convenu que si ce brave guerrier était mis là pour son dernier sommeil, il n'y avait pas lieu de lui casser les pieds plus, on l'avait déjà un petit peu sorti, on l'avait un peu mis à jour sans pudeur. Et Maes avait dit laissez tomber, on en a des squelettes, on ne sait plus où les mettre, des épées il y en a suffisamment dans les musées, laissez-le comme il est. On va le recouvrir de sable, on va mettre quelques morceaux de grillage rouge au-dessus pour que s'il y a des travaux, on prenne soin de ne pas y aller à grands coups de pioche et de pelle pour voir peut-être par la suite ce qu'il en est de ce personnage. Et avant que soit recellé le pied du fond baptismal, du sable blanc a été remis dessus, des bouts de grillage peints en rouge, et puis, eh bien, ma foi, tout simplement, d'un commun accord, y compris monsieur le curé qui était venu voir ça, il a été convenu de laisser cet homme continuer son sommeil sous le fond baptismal, et en espérant que les nouveau-nés qui venaient se faire baptiser ici puissent récupérer et une partie de l'énergie de la chapelle de Jurieu et une partie de la force et de l'esprit de ce guerrier qui était toujours dessous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours un gardien permanent sous l'église de Jurieu, dite chapelle des Fous, au-dessus de Sainte-Croix.